pour l'enregistrement et on va attaquer. Donc, bienvenue à tous sur ce cycle de webinaires qu'on a renommé les confinés. Aujourd'hui, on va traiter de l'enveloppe et de l'isolation avec un petit focus sur le choix des matériaux. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie conversation. Nous ferons des sessions de réponses. Pour tous les cas particuliers, si vous voyez qu'on n'a pas pu traiter vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin du webinaire en contactant notre service Info Énergie. Je vous donnerai les clés pour nous contacter à la fin de ce diapositive. Donc, nous allons faire un petit point au début sur qui est l'espace Info Énergie pour que tout le monde sache un peu nous situer avant d'attaquer vraiment le sujet de la rénovation et notamment le traitement de l'enveloppe et l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc, l'espace Info Énergie, c'est un service d'intérêt général qui est déployé au niveau national, donc gratuit, neutre et indépendant par rapport aux fournisseurs d'énergie et de matériaux. On peut vous donner des conseils aussi bien au niveau de la technique que des aides financières et au niveau des gestes qui touchent à l'environnement. Voilà, c'est assez global, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur ces thématiques. Nous sommes au niveau du Rhône déployés en fait sur tout le territoire. Nous sommes financés à savoir par les collectivités, l'ADEME et la région. Et on essaye de se déployer au maximum sur le territoire pour pouvoir vous accompagner dans votre projet de rénovation. Avant de passer vraiment sur le sujet de la rénovation performante et surtout sur l'enveloppe, on va faire un petit focus en fait sur comprendre la rénovation globale. Donc, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà suivi le webinaire précédent sur les aides financières. Donc, c'est possible qu'on reprenne un peu des informations pour que tout le monde soit bien au courant. La rénovation performante, qu'est-ce que c'est? C'est partir d'un poste de travaux, enfin, d'un projet de travaux, pardon. Donc là, c'est la première étape, les pastilles rouges, pour aller chercher la meilleure amélioration, donc qu'on a représentée par l'échelle énergétique à la droite du diapo. Là, on vous a montré deux façons de prévoir ces travaux. La première qui se fait en plusieurs étapes, en fait, où on va faire des travaux petit à petit, débourser de l'argent petit à petit pour se dire qu'on va arriver à la fin à quelque chose de bien. En fait, on voit que l'amélioration sur l'échelle énergétique ne s'est pas forcément bien réalisée. Comme chaque poste de travaux s'est fait petit à petit, les points de traitement entre deux postes de travaux n'ont pas pu être réalisés vraiment au mieux de ce qu'ils auraient pu, qui est représenté plutôt sur la bas du diapo. En fait, ça sera toujours plus performant quand vous allez faire une rénovation globale, tous les postes de travaux en même temps, avec tous les artisans qui se coordonnent pour vraiment traiter les petits points techniques d'étanchéité à l'air notamment, et ainsi améliorer vraiment comme il faut votre étiquette énergie du logement. Ensuite, là, on va prendre un exemple en fait de coût de comparatif entre les coûts d'énergie avant travaux et après travaux. On voit là, donc en rouge, avant travaux, qu'on était à une facture d'énergie de 2 000 à 2 500 € par an. C'est la moyenne de ce qu'on observe dans les ménages qu'on accompagne. Et puis après travaux, en fait, on voit qu'on a divisé quasiment jusqu'à 10 la consommation de chauffage en n'étant passé par le scénario de travaux global, c'est-à-dire rénovation tout en même temps. Ça, vous avez un moyen de l'estimer un petit peu sur notre outil ecorénové.org qui vous permet en fait de rentrer votre scénario de travaux avec le coût total des travaux, éventuellement les aides financières que vous pourriez avoir et peut-être des emprunts pour vous montrer un petit peu comment le financement de travaux va pouvoir se faire. Donc, c'est un outil qui sera développé un peu dans un prochain webinaire si jamais certains veulent creuser le sujet. Voilà, au niveau global, comment on peut vous accompagner. Donc maintenant, on va se baser vraiment sur la thématique de ce webinaire qui est l'enveloppe du bâtiment.
Donc, avant de s'attaquer vraiment trop à la partie technique, on va rappeler qu'est-ce que l'enveloppe d'un bâtiment. C'est un terme qui n'est peut-être pas familier pour tout le monde. En fait, il faut imaginer un être humain qui est nu ou peu habillé, qu'on va venir habiller pour le faire sortir dehors. C'est un peu le même principe pour un bâtiment. On va avoir la structure et puis ensuite les différentes parois qui vont composer l'enveloppe. Donc, à savoir la toiture, qu'on peut isoler soit sous les rampants, soit sur le plancher des combles. Ensuite, les murs, que l'on peut isoler par l'intérieur ou l'extérieur. Les menuiseries, donc on va traiter leur étanchéité par rapport aux murs. Et enfin, les planchers bas. Donc, on va venir habiller la structure de la maison pour en fait, l'isoler. C'est ce qu'on va appeler l'enveloppe du bâtiment et de comment l'améliorer. Là, sur cette diapo, on voit, hein, c'est un peu le scénario avant travaux, après travaux. Donc, avant, on voit que la maison est brute de décoffrage. Elle consomme beaucoup d'énergie. Et puis, sur le schéma de droite, on voit qu'elle a été isolée sur tout le contour de son enveloppe. Elle a été emmitouflée, mise dans un manteau. Et on a divisé par 4 les consommations d'énergie. Donc, en plus d'améliorer votre confort, ça donne aussi de la valeur à votre bien immobilier. Ensuite, donc, on va faire des petits focus sur ce qui peut se passer au niveau de ces différentes parois. Donc, notamment la sensation de parois froides. Peut-être que certains la rencontrent au quotidien. Bon, peut-être pas en cette période puisqu'il fait assez bon, mais surtout l'hiver. C'est en fait le ressenti que l'on va avoir à l'intérieur de la maison en fonction de la nature des matériaux qui composent les murs. Donc, on voit, hein, là, le schéma, il faut le regarder en 2 parties. Sur la gauche, on a un mur qui n'est pas spécialement isolé. Et donc, sa température de paroi est estimée à 14 degrés pour un air ambiant à 20 degrés. Donc, il y a un rapport qui se fait, un ressenti à 17 degrés, donc qui n'est pas optimum. Et puis, de l'autre côté du schéma, donc on voit que le mur est isolé, en l'occurrence par l'intérieur, c'est la bande jaune que vous voyez ici. Et là, la température du mur est quasiment similaire à celle de l'air ambiant. Donc, on a moins cette sensation de froid. Ça, c'est quelque chose qui peut être traité sur la nature des matériaux, en plus de savoir si le mur est isolé ou non. La nature des matériaux de revêtement, surtout. On y reviendra. Donc ensuite, je voulais reprendre un petit peu un des gros points de vigilance de l'enveloppe. En fait, ça va être les déperditions et ponts thermiques. Qu'est-ce qu'un pont thermique ? C'est en fait quand on va avoir une discontinuité d'isolation entre plusieurs parois de l'enveloppe. Donc, par exemple, une façade et un plancher. Aujourd'hui, on sait que la plupart des déperditions se font au niveau de la toiture. Donc, c'est là où on va renforcer l'isolation. Ensuite, les murs et puis tout ce qui est fuite d'air, les fenêtres, pont thermique et plancher bas. Donc, ça, c'est l'exemple sur un logement d'avant 74, donc un petit peu ancien, qui n'est pas spécialement isolé à la base. Ensuite, pour prendre un exemple de ces ponts thermiques, on va regarder ce qui se passe justement entre un plancher et une façade. Donc à gauche, vous avez une structure de maison nue, sans isolant. Et on va voir comment on peut l'améliorer. Donc si on vient isoler par l'intérieur, on voit qu'il y a encore le pont thermique qui est schématisé par cette petite flèche rouge. On voit qu'on a amélioré le confort, mais quand même, on a des déperditions à ce niveau-là. L'idéal étant de pouvoir isoler par l'extérieur, donc c'est le schéma du bas. On voit qu'en fait, la chaleur reste à l'intérieur et on n'a plus de déperdition. Alors ça, on est d'accord que l'isolation extérieure, ce n'est pas forcément réalisable pour tous. Donc après, il faut voir hein, comment on peut s'adapter au cas par cas. Autour des menuiseries maintenant. Donc là, on a un mur isolé par l'extérieur, mais une menuiserie qui est placée au milieu du mur quand on prend en coupe. Donc, il y a encore des petites déperditions à ce niveau-là. Si l'on vient ensuite faire un retour, on coupe le pont thermique. Par contre, on sait qu'on n'aura pas une performance équivalente à celle qu'il y a sur le mur, puisqu'on voit bien que l'épaisseur d'isolant n'est pas la même.
L'idéal étant la troisième solution, celle la plus à droite de votre écran. Donc, ça va être de venir déplacer la position de la fenêtre contre l'isolant, d'être en fait dans la continuité. Donc ça, c'est surtout quand on est sur de la rénovation globale et qu'on vient déposer en totalité la fenêtre et que l'on fait des travaux de reprise à l'intérieur. Forcément, c'est pareil, ça ne s'adapte pas à tous les projets, c'est à voir au cas par cas. Donc, une fois qu'on a isolé ces murs et le reste de la maison, on va parler d'étanchéité à l'air. Forcément, d'isoler, on va renforcer l'étanchéité à l'air d'un bâtiment en coupant toutes les déperditions thermiques. C'est un des faits. Donc, une fois qu'on a rendu étanche, on va avoir besoin de ventiler, de forcer la ventilation, puisqu'on a besoin de respirer à l'intérieur d'une maison et donc d'apporter de l'air neuf. On sait que l'air intérieur est toujours plus pollué que l'air extérieur, donc c'est vraiment important cette notion de ventilation. Donc ça peut être différents systèmes, pareil, à voir au cas par cas. Et puis ça peut être aussi l'occasion, une fois qu'on a isolé, on va forcément réduire aussi ses besoins de chauffage. Donc on va pouvoir changer de système si l'occasion se présente, ou en tout cas diminuer sa consommation d'énergie. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'explication sur l'enveloppe du bâtiment. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées. Thierry, est-ce que tu as pu en remarquer ? Je pense que les participants ont été très à l'écoute de ce que tu as raconté puisqu'ils n'ont pas pris de temps pour poser des questions. Je suppose qu'elles vont venir par la suite. Mais pour l'instant, on n'a pas de questions sur le chat. Je t'invite donc à poursuivre et d'inviter donc les participants à poser leurs questions. On en tient compte et on les posera à ce moment-là, à la fin, pour ne pas perdre de temps, puisqu'on a dit qu'on limitait à 1 heure. Alors là, on a une question qui vient d'arriver. C'est peut-on isoler 2 façades sur 4 ? Ok, alors, écoutez, on va prendre le temps de répondre à cette question avant d'enchaîner et puis on verra par la suite pour les prochaines questions s'il y en a. Donc, peut-on isoler 2 façades sur 4 ? C'est une bonne question. J'ai envie de dire que ce serait à déterminer en cas particulier. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir isoler la totalité de la maison. Alors après, si on est sur une maison qui est mitoyenne sur 2 faces, bien évidemment, ça veut dire que l'espace est chauffé à l'intérieur des maisons qui sont mitoyennes. Donc, ça ne va pas être forcément nécessaire d'isoler ces 2 faces-là. Après, si vous êtes sur une maison où les 4 faces sont à l'air, il faudra effectivement isoler les 4. Bon, et bien du coup, j'enchaîne. Allez, c'est reparti. Attends, on nous demande aussi si une maison de 1984 a une bonne isolation au niveau des murs. Alors, 84, eh bien, tout simplement, est-ce qu'il y avait une réglementation thermique à cette époque ? Et en tout cas, ça vaudrait le coup de la comparer avec la réglementation thermique en vigueur aujourd'hui, donc c'est la RT 2012. Et on n'était pas du tout au même niveau. Donc 84, c'est plutôt des cloisons qui sont doublées en briques en général, ce qu'on remarque. Et il y a très peu d'isolation, à part si la personne qui a fait construire était sensible à cette question-là. Donc ça vaut le coup de faire un état des lieux pour voir s'il n'y a pas besoin d'améliorer justement cette isolation-là. Moi, je rajouterais, puisque j'ai une maison qui est à peu près des mêmes années-là, que moi j'avais 9 cm d'isolant par l'intérieur, ce qui est mieux que rien, mais ce qui est quand même nettement insuffisant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Dans les questions… Il y a d'autres questions, mais on va peut-être attendre, on va peut-être les regrouper parce que sinon on ne terminera pas au bout d'1 heure. Donc l'idée, c'était de regrouper les questions. Donc, je t'invite à poursuivre. Là, effectivement, il y a des gens qui posent des questions, c'est normal, après ta présentation. Mais là, on va les regrouper de façon à faire des groupes de questions parce que si on répond individuellement, on n'aura pas le temps. Ça marche, allez, j'enchaîne et puis on fera une plus grosse session réponse tout à l'heure. Donc, maintenant, on va partir sur la partie matériaux. Donc, quels matériaux choisir pour améliorer l'isolation de son enveloppe ?
Aujourd'hui, il en existe de plein de sortes. Vous avez les laines minérales, en fait, c'est regroupé souvent par 3 familles, les laines minérales, les matériaux biosourcés et les matériaux synthétiques. Donc, ce qu'on connaît le plus, c'est souvent les laines minérales et synthétiques, donc à savoir la laine de verre, laine de roche et polystyrène. En général, c'est ces 3-là qu'on cite le plus facilement. Mais les biosourcés en représentent une grosse partie et ont beaucoup d'avantages, donc c'est ce dont on va parler dans cette partie. Pour déterminer la performance d'un matériau isolant, on va regarder en fait ces critères. Il y en a beaucoup. Le premier, ça va être la conductivité thermique, le lambda, en watts par mètre par Kelvin. Donc là, on rentre un peu dans le technique. Je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus. Ça va être la capacité du matériau à transmettre la chaleur par conduction. Donc en fait, si on veut se représenter ça, c'est le flux de chaleur qui va traverser en 1 seconde 1 mètre carré de matériau sur 1 mètre d'épaisseur en ayant 1 degré d'écart entre les deux faces. Donc en fait, plus le lambda va être faible, plus le matériau va être isolant. En général, ils ont tous un lambda relativement proche dans les matériaux que j'ai cités précédemment. Donc ça ne va pas être forcément là où on va réussir à avoir la plus grosse différence. Ce qui va nous aider ensuite, ça va être la densité. Plus un matériau est dense, en fait, plus il va apporter d'inertie. C'est ce qu'on va retrouver dans le bâti ancien avec les murs épais qui sont en pierre ou en pisé. Donc ça sera important pour le confort d'été dont on va parler tout à l'heure. Et ça va bien marcher aussi avec la capacité thermique d'un matériau. C'est la capacité de ce matériau à emmagasiner la chaleur. Donc c'est combien de chaleur il va pouvoir garder en lui avant de le faire passer de l'autre côté de la paroi. Enfin, on va avoir la résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Donc là, j'ai envie de dire, ce critère, c'est un peu en fonction du résultat qu'on va rechercher. De manière générale, on peut dire que plus le matériau est résistant à la diffusion de vapeur d'eau, plus il est étanche. Mais dans une paroi, dans un mur notamment, on va rechercher à ce que le transfert de vapeur d'eau se fasse de la meilleure manière possible. Et donc, on va chercher à ce que le matériau ait la plus petite résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Voilà, c'est un peu au cas par cas en fonction de la paroi sur laquelle on se trouve, si on est sur le plancher bas, sur les murs, etc. Dernier critère dont je voulais vous parler, c'est l'énergie grise. Donc, ça va être l'impact environnemental du matériau qui va prendre en compte son énergie primaire. Donc là, c'est plus vous, en fonction de votre fibre environnementale, si vous avez envie de faire un geste pour la planète ou pas, que ce critère va être important à regarder. Le dernier et le plus important, ça va être la résistance thermique. En fait, ça, c'est un critère que l'on va retrouver dans la réglementation thermique, notamment. C'est un niveau minimum qu'il va falloir respecter et pour avoir un bon confort et pour toucher certaines aides financières. Donc, la résistance thermique, c'est la capacité du matériau à s'opposer au passage de la chaleur à travers la paroi. Plus le R va être grand et plus le matériau va être isolant, ou autrement dit, plus on va mettre en épaisseur d'isolant, plus le R sera grand. Donc là, je vous ai mis un petit exemple pour chaque paroi, le R qu'il faut en minimum. Donc pour la toiture, c'est là où on va chercher le plus grand niveau de performance, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était là où il y avait le plus de déperdition. En comble perdu, on va être égal ou supérieur à 7, sous les rampants à 6, et les murs seulement 3,7. Donc en fait, on voit qu'on passe du simple au double. Il faut compter jusqu'à 30 cm d'isolant en toiture et 15 cm sur les murs. Aujourd'hui, si vous vous lancez dans des travaux de rénovation, il faut s'attendre à pouvoir poser ces épaisseurs-là d'isolant. Donc, pour revisualiser un peu tout ça, je vous ai remis un petit tableau synthèse qui reprend les 3 familles de matériaux. Donc là, en premier en vert, ça va être les biosourcés, en bleu, les minéraux, donc laine de verre, laine de roche, et en orange, les synthétiques. Et je vous ai surligné en jaune 2 matériaux, donc la fibre de bois dense et les laines minérales, que l'on connaît bien en général. On voit qu'en fait, la fibre de bois a une bien meilleure capacité thermique que la laine minérale, c'est quasiment le double. Donc, on va regarder cette performance-là en fait, pour le confort d'été notamment. Sinon, si on regarde la conductivité thermique, le lambda, la première colonne, là, on voit qu'on est à peu près similaire pour tous les matériaux.
Le confort d'été, justement, c'est une grande problématique. On va avoir des étés de plus en plus chauds. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question de comment améliorer cette partie-là chez vous. Donc, avant de se jeter sur les climatiseurs qui sont très énergivores, qui fonctionnent à l'électricité, qui est l'énergie la plus chère aujourd'hui, on va déjà regarder si on ne peut pas renforcer l'isolation de ce logement, notamment au niveau de la toiture. Une notion qui va nous aider pour ça, ça va être le déphasage. Donc, le déphasage, en fait, c'est le temps que met la chaleur à traverser la paroi avant d'arriver à l'intérieur. Donc, c'est ce petit schéma qui l'explique. Donc là, on va pouvoir jouer sur l'épaisseur de matériaux et sa densité et ses propriétés, comme on l'a vu à travers les différents critères. Pour ça, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, on est sur une toiture. À gauche, c'est la situation initiale, on va dire, où l'on est à 14 cm de laine de verre en toiture. Donc, il faut imaginer là que le schéma soit penché pour représenter une toiture inclinée. Donc, le graphique qui est en dessous, la courbe rouge va montrer la différence de température à l'extérieur sur 24 heures. Et en bleu, en fait, ça va être la différence de température à l'intérieur de la maison. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un déphasage court de 5 heures. Il y a quasiment 6 degrés d'écart dans la journée à l'intérieur de la maison. Alors que si on vient faire des travaux pour rajouter 6 cm de fibre de bois à ces 14 cm de laine de verre en toiture, donc là, en fait, la technique qui a été utilisée, c'est ce qu'on appelle le sarking. On vient détuiler pour rajouter de l'isolant par l'extérieur et puis on retuile par-dessus. Là, on voit que notre courbe, elle s'est quasiment aplatie. Il n'y a plus que 2 degrés d'écart de température entre toutes les heures de la journée à l'intérieur de la maison. Donc, c'est ce qu'on appelle un déphasage long de 10 heures. Vous voyez qu'on n'a pas rajouté énormément en fait en épaisseur, mais c'est simplement que la fibre de bois, on l'a vu tout à l'heure, est beaucoup plus dense que la laine de verre et donc va faire cet effet barrière à la chaleur avant de rentrer à l'intérieur de la maison. Ensuite, un petit point de vigilance à avoir quand on va choisir ces matériaux, ça va être l'humidité. L'humidité, en fait, elle est présente de manière naturelle dans les murs. Elle peut venir des intempéries, de l'activité humaine, la nature des matériaux qui composent le mur et aussi les remontées capillaires. Donc, c'est l'effet qui va se faire au niveau du sol en fonction de comment est votre bâtiment par rapport au sol. Donc, si l'humidité qui est contenue sous forme de vapeur peut s'évacuer, il n'y a pas de souci. C'est une fois que l'eau va se retrouver emprisonnée dans le mur et qu'elle va transformer en eau liquide que là, on va avoir des petits soucis. Les risques, ça va être ces petites images-là qui l'illustrent très bien. Des moisissures, des matériaux qui se gorgent d'humidité et qui du coup moisissent. Ils vont perdre leurs propriétés isolantes. Donc ça peut dégager des problèmes de santé au niveau respiratoire notamment. Et à terme, selon si on se trouve sur du bâtiment ancien ou pas, mettre en péril la structure même du bâtiment. Alors, comment éviter ces problèmes liés à l'humidité ? Tout d'abord, ventiler. Ça, c'est très important, la ventilation. C'est un des systèmes qui sera développé dans un des prochains webinaires aussi. Ça vous permet vraiment de faire sortir cette humidité, de l'extraire. Ensuite, on va pouvoir jouer sur le choix des matériaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec la résistance à la vapeur d'eau. Et un élément important, ça va être le pare-vapeur. On en parle peu. Souvent, on parle du craft qui revêt la laine de verre. Ce n'est pas vraiment considéré comme un pare-vapeur. Là, sur le schéma, vous voyez, c'est la membrane bleue. Donc, ça se met plutôt côté intérieur de la maison, entre l'isolant et le parement de finition, qui peut être placo. Donc, c'est vraiment côté chaud. Et c'est pour limiter la pénétration de vapeur dans le mur, dans l'isolant, pour éviter qu'il se gorge d'eau et que le peu qui soit passé puisse sortir de manière naturelle vers l'extérieur. Pour faire votre choix maintenant sur toutes ces techniques-là et les niveaux de performance notamment à atteindre, nous avons des fiches aide au choix de devis où vous voyez pour chaque poste de travaux, là je vous en ai mis quelques-unes en exemple. Par exemple, si on regarde sur l'isolation des combles, vous présente les différentes techniques, soit couche en rouleau, soit vraiment du vrac soufflé, avec les points de vigilance à avoir, les indicateurs, donc c'est les niveaux de performance minimum souvent requis,
Et ensuite, au recto, la liste de critères qui doivent apparaître sur votre devis pour vous aider à faire votre choix dans plusieurs devis. Voilà, c'est des outils qu'on peut vous donner lors d'un conseil ou même par mail directement qui pourraient vous aider. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation sur les critères auxquels il faut faire attention quand on veut choisir des matériaux pour isoler sa maison. Peut-être que du coup, on peut refaire le point sur les questions qui ont été posées entre-temps. Elles devraient pouvoir rejoindre cette partie-là. Alors, c'est bon, on attaque les questions. Oui, je vais me mettre peut-être en visuel. Alors, hop, c'est bon, tu peux me les donner. Alors, bon, je vais pour les... OK. Alors, je vais te donner des blocs de questions. Donc, je vais commencer par une et puis on viendra après, par la suite. Je ne te donne pas tout d'un coup. Ouais. Le premier, ça concerne sur l'isolation dans sa globalité, c'est-à-dire revenir sur la précision entre isolation globale, isolation par partie. Est-ce que c'est vraiment contradictoire? On ne peut pas forcément toujours faire une isolation globale. Il y a besoin de précision là-dessus. Et lorsqu'on fait une isolation par partie, comment on peut évaluer les pourcentages de pertes? Si la maison n'est pas isolée globalement, quelle méthode, quelles questions se poser sur le pourcentage de pertes si on isole plutôt une partie plutôt qu'une autre? Ou si on n'isole pas le plancher, par exemple, comment évaluer l'importance des pertes lorsqu'une isolation n'est pas globale? Ok, oui, donc effectivement, c'est une bonne question. Donc pour ça, vous pouvez vous appuyer sur les ordres de grandeur de déperdition sur le schéma que je vous ai montré au début. Ça peut déjà vous aider à faire le choix, à prioriser les parois à isoler si vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours un peu des cas particuliers, donc il faut étudier la configuration de la maison. Certaines, en fonction de si elles ont un sous-sol ou si elles sont sur terre-plein, on va pouvoir réfléchir différemment. L'important, c'est vraiment de voir en fait quels sont les postes de travaux, en tout cas les couples de travaux qu'il faut faire. Donc si par exemple vous avez des fenêtres à changer et de l'isolation des murs à renforcer, c'est bien de pouvoir les faire en même temps. Si la toiture est faite à un autre moment, ça sera moins dérangeant que si vous faisiez les fenêtres et les murs à un autre moment. Enfin, voilà, c'est des couples de travaux, il faut trouver ce qui est le plus pertinent. Et ça, c'est à voir au cas par cas, en fonction de la situation de la maison. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Je ne sais pas si tu veux compléter, Thierry. S'il y avait besoin de précision, il suffit de reposer la question autrement. Là, un autre bloc de questions important qui concerne les matériaux. Oui. Alors, donc il y a plusieurs questions qui rassemblent ce bloc-là. La différence entre la ouate de cellulose et la laine de verre. La question du polyuréthane, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que ça dégage des COV? Même question sur le polystyrène extrudé, avantage ou inconvénient. Donc là, on a des questions sur les matériaux biosourcés et non biosourcés. La fibre de bois, par exemple, ses caractéristiques. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières à utiliser la fibre de bois plutôt que d'autres isolants? Et des questions de déphasage et de diffusivité thermique. Comment en tenir compte quand on utilise un matériau isolant plutôt qu'un autre? Ok, donc ça reprend effectivement un peu le tableau de synthèse des critères de performance entre les différentes familles de matériaux. Pour ça, on a un petit guide en fait qui peut éventuellement vous aider, qu'on pourra vous remettre en rendez-vous. Il faut bien regarder en fait ce qu'on va rechercher comme performance avant de faire son choix. Ça peut varier avec la nature des matériaux qui sont déjà présents dans la maison. Il n'y a pas un matériau en fait miracle. C'est vraiment, il en existe plusieurs qui vont s'adapter à plusieurs situations. L'idéal, c'est de toujours pouvoir les coupler à un pare-vapeur quand on va les mettre en œuvre. C'est surtout ça le point important, pouvoir gérer la vapeur d'eau dans le mur. Au niveau du polyuréthane et des COV, ça oui, effectivement, ça peut être un critère à prendre en compte lors d'incendie, par exemple. Ça peut dégager effectivement des gaz nocifs.
Bon, après, on n'imagine pas, on n'a pas forcément envie d'imaginer sa maison brûlée quand on réfléchit à son isolation. C'est pareil, j'ai envie de dire, ce serait à voir au cas par cas, c'est à comparer sur les devis aussi. Peut-être que finalement un matériau va se dessiner tout seul parce que c'est celui qui coûtera peut-être le moins cher et qui pourra être mis en œuvre le plus rapidement possible. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent vous aider. Est-ce que j'oublie une partie des questions? Liées au risque d'incendie, est-ce qu'il y a des matériaux qui ont un risque d'incendie plus que d'autres? Ça revient, ça. Ouais, et bien, j'ai envie de dire non. Si la mise en œuvre est faite correctement, il n'y a pas plus de chances que le matériau s'enflamme par rapport à un autre. Après, il y en a qui vont brûler plus doucement que d'autres et qui vont pouvoir nécessiter l'intervention des pompiers ou pas. Après, c'est pas forcément le critère qui va être le plus retenu. On va d'abord chercher la performance, ensuite on va s'informer bien sûr sur les points négatifs, mais c'est pas ce qu'il faut retenir forcément lors du choix d'un matériau, quoi. La fibre de bois, pour revenir à la fibre de bois, comme il y a des questions un peu là-dessus, j'en parlais parce que c'est aujourd'hui un des matériaux biosourcés qui est le plus présent sur le marché des matériaux isolants. On sait qu'il fonctionne bien, qu'il a une bonne densité, mais il en existe plein d'autres. Ça peut être des mélanges entre de la laine de coton, de chanvre et de lin, par exemple. Ça peut être de la ouate de cellulose. Ah oui, il y avait ça aussi, la ouate de cellulose par rapport à la laine de verre. Et bien déjà, c'est un peu plus dense. Et puis, c'est moins irritant aussi pour les artisans qui la mettront en œuvre. Voilà, il peut y avoir du textile recyclé, il peut y avoir de la laine de chanvre, il peut y avoir plein de choses. Ok, bon, d'une façon générale, de toute façon, les matériaux qui sont proposés sur le marché ont une propagation au feu qui est assez faible puisqu'ils sont normalement testés. Donc le risque d'incendie est toujours existant, mais ce n'est pas des matériaux qui sont très propagateurs du feu. Oui, ils sont tous réglementés et normés avant de pouvoir être mis en application par les artisans. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, une question qui rejoint un peu les matériaux sur les précautions à prendre concernant l'humidité quand on pose un matériau isolant. Oui, Et les alors, conséquences qu'il peut y avoir. oui, alors eh bien là, moi j'ai envie de penser surtout aux murs qui peuvent être faits en béton, par exemple, ou les dalles qui viennent d'être coulées. Il faut bien attendre le temps réglementaire de séchage avant d'apposer un autre matériau par-dessus. Sinon, c'est là qu'on peut effectivement avoir de l'eau contenue dans la paroi qui n'était pas forcément prévue au départ, qui va se rajouter à la vapeur d'eau qui sera émise par les habitants au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Après, normalement, quand on vient isoler une maison, on le fait dans des bonnes conditions. Donc, si c'est par l'extérieur, on va protéger la façade le temps de l'isolation pour pas qu'elle prenne la pluie. Il n'y a pas spécialement de raison qui ferait que l'isolant soit humide à sa mise en œuvre. Il faut bien qu'il soit stocké à l'abri sur le chantier. Notamment, ça, c'est vrai qu'on voit souvent ça, notamment en ville, des blocs d'isolant stockés sans être vraiment protégés. Donc là, ils vont déjà perdre leur performance avant même d'être mis en œuvre. Donc il faut être vigilant là-dessus. Sinon, il n'y a pas de contraintes particulières liées à ça. Alors, une question un peu plus technique là, qui revient sur les schémas que tu as montrés. C'est l'isolation par l'extérieur, on va dire aussi par l'intérieur, quand on se trouve confronté à la menuiserie. Quelles sont les précautions à prendre et surtout bien préciser comment mettre en œuvre cette isolation, les retours, ce qu'il faut isoler, pas isoler, ce qui est possible de faire techniquement. C'est vrai qu'on a un point de faiblesse là qui est difficile et il y a une demande de repréciser les schémas que tu as montrés. D'accord. Alors, peut-être que je peux les repartager pour en parler en même temps. Alors, je vais essayer de faire ça. Hop.
On va essayer de revenir dessus. Hop, donc ici. Donc là, en fait, ça va être aussi à voir avec votre artisan, hein, bien sûr, puisque c'est lui qui a plus l'habitude de mettre en œuvre. Donc, comment dire, la fenêtre, en fait, elle peut avoir plusieurs positions dans un mur. Elle peut être au milieu, comme un peu le premier schéma le montre, ou bien plutôt côté intérieur, ou bien plutôt côté extérieur. Donc là, on va s'adapter en fait si vous n'avez pas besoin de changer votre menuiserie, on va s'adapter à sa position actuelle. Donc on va venir souvent chercher un retour d'isolant, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur, pour venir faire tout le tour de la menuiserie en fait côté intérieur. Mais ça va impliquer d'utiliser des matériaux qui sont plus fins et donc forcément qui seront un peu moins isolants que si on avait rajouté la totalité de l'épaisseur requise, qui vous ferait un cadre de fenêtre beaucoup plus petit et du coup, vous ferez perdre en luminosité. Donc là, c'est la première contrainte. Après, si vous avez la possibilité de faire une dépose totale, donc de changer la position de la fenêtre dans votre mur, c'est-à-dire de la décaler complètement à l'extérieur ou complètement à l'intérieur selon où l'isolation va se situer, ça va vous permettre de venir insérer le cadre de fenêtre en fait, dans la continuité de l'isolation. C'est le schéma de droite là. Donc, en fait, vous n'aurez pas un traitement trop compliqué à faire sur le pourtour de la fenêtre puisque l'isolation va venir juste se poser contre et va assurer la barrière à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond vraiment à vos questions. C'est difficile comme ça. Peut-être que pour ceux qui sont intéressés, on peut vous envoyer justement cette fiche aide au choix de devis autour des menuiseries qui reprennent un peu ces schémas-là avec les points de vigilance à avoir. Ok, alors toujours sur ces détails d'exécution, concernant la pose des isolants, faut-il croiser les couches? Peut-être préciser comment on les croise. Est-ce que ça permet de couper les ponts thermiques? Alors, il y a une question sur le sarking, mais je pense que ça concerne aussi toute mise en place d'isolant, que ce soit vertical ou horizontal. Est-ce que tu peux prendre du temps pour préciser ça sur la mise en œuvre des isolants pour éviter les ponts thermiques ou les fuites de chaleur? Oui, alors effectivement, on va toujours privilégier une couche croisée si on se trouve sur un plancher bois, par exemple. Uniquement mettre de l'isolant entre les planches ou les poutres, enfin, peu importe selon la structure où on se trouve. Il va toujours y avoir un défaut, un point de défaut d'étanchéité au niveau de l'ossature, en fait. Et donc, on va venir faire des couches croisées pour noyer la structure dans de l'isolant et être sûr d'avoir de lisser en fait l'isolation sur toute la surface du mur ou de la toiture. Après, ça peut se faire aussi en vrac soufflé. En fait, on peut recréer des caissons qui englobent toute la structure, qui vont plus loin, et donc on va les noyer dans de l'isolant en vrac. Il y a plusieurs techniques. C'est pas forcément soit de la couche croisée, soit du vrac. Est-ce que tu dis un petit mot sur les freins vapeur, la pose des freins vapeur et de l'étanchéité à l'air? C'est peut-être aussi ça. Oui, donc le frein vapeur, ça ressemble à ça. Oh, là, avec le fond d'écran, ça ne marche pas forcément très bien. C'est une membrane textile assez fine qu'on va venir poser en fait contre l'isolant. Il faut vraiment qu'il y ait continuité entre les matériaux pour que la vapeur puisse s'échapper. Une fois par exemple, je vais prendre un exemple. On vient isoler un mur par l'intérieur. Donc, on a notre mur existant, on isole. Ensuite, on vient mettre notre pare-vapeur contre l'isolation. Et là, on va recréer ce qu'on appelle un vide technique. C'est une petite ossature qui va permettre de poser son parement de finition sans altérer le pare-vapeur, puisque le but du pare-vapeur, c'est de rendre étanche toute une paroi. Et donc, il faut limiter vraiment les points de percement que pourrait donner le fait de coller le placo contre le pare-vapeur. En fait, ce traitement, il se fait aussi en jonction des fenêtres avec des scotch d'étanchéité, qui vont venir faire la liaison entre les cadres des fenêtres et votre paroi qui l'entoure.
On fait souvent, enfin, pas souvent, mais quand on vise vraiment un très haut niveau d'étanchéité à l'air, il y a des tests d'étanchéité à l'air qui se font. C'était l'image qu'il y avait sur une des diapos, où en fait on va essayer de voir par où l'air s'échappe pour aller corriger ces points-là. Donc soit avec un morceau de scotch d'étanchéité, soit en repositionnant du pare-vapeur comme il faut. Mais c'est vraiment cet élément-là qui va garantir la meilleure étanchéité possible à une isolation. Ok. Alors, je vais revenir sur une question qui concerne la planification de mes travaux, dans le sens où je vais isoler une partie de la maison, mettons les combles ou une isolation par l'extérieur, mais je souhaite aussi changer ma chaudière, pour mettre une chaudière bois ou une chaudière gaz, qu'importe. Comment je procède pour dimensionner mon nouveau appareil de chauffage, sachant que si j'isole, mon besoin de puissance va être différent, quelle va être ma consommation, comment je peux savoir si je fais une commande de travaux globale, isolation plus chaudière, système de chauffage, étant donné que je ne connais pas mes besoins de chauffage futurs, comment je procède? Alors, très bonne question, ça aussi. Pour ça, on a un outil en fait qui peut vous aider à faire votre choix dans le dimensionnement de votre système de chauffage qui s'appelle Thermix, qui fera l'objet aussi d'un prochain webinaire. Les prochains sont sur le chauffage et il y aura un focus chauffage au bois sur celui d'après. En fait, on va venir regarder la performance que donne le fait d'isoler pour dimensionner votre système de chauffage par rapport à vos consommations actuelles et les besoins que vous aurez dans le futur. Donc ça, c'est les systèmes de ratio de consommation. Là, si je rentre un peu dans ce calcul-là, c'est peut-être pas le moment. Mais c'est possible de le faire, en tout cas, en rendez-vous avec nous. Il n'y a pas de souci, on peut vous aider à vous orienter là-dedans, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est que des cas particuliers. En fait, toutes les maisons sont différentes et puis on a tous des systèmes de chauffage différents aussi. Donc, il n'y a pas de réponse universelle, mais ça se calcule bien, oui. Alors, une dernière question avant que tu présentes, avant que tu conclues et présenter également comment fonctionne l'espace info-énergie. Oui. C'est une question sur l'isolation à 1 euro, sur les offres à 1 euro. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Si ça l'est, quelles sont les précautions à prendre? Comment commander une offre à 1 euro, etc. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui cette offre commerciale. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, alors on en parle aussi dans le précédent webinaire, si jamais vous voulez le re-regarder pour être au clair là-dessus. Donc, les isolations à 1 euro existent encore. Elles vont par la suite diminuer puisque les aides pour les entreprises vont diminuer aussi. C'est en fait un dispositif pour isoler uniquement le plancher de ses combles ou son plancher bas, normalement. Et donc, c'est des entreprises qui vont récupérer les aides que vous auriez pu percevoir par ailleurs. C'est un dispositif qui est assez controversé puisque c'est beaucoup des entreprises qui vont sous-traiter les travaux et donc on a eu beaucoup de mauvais retours. Donc, il faut bien réfléchir avant de se lancer dans ce dispositif-là. Il faut déjà voir si vous ne pouvez pas passer par un artisan en qui vous avez confiance, qui peut réaliser les travaux et récupérer les aides par ailleurs. Parfois, la différence est faible. En fait, le montant à 1 euro peut varier aussi. Ce n'est pas forcément à chaque fois 1 euro pour tout le monde. Selon les spécificités du chantier, ça peut être entre 1 euro et quelques centaines d'euros. Pour ça, on a des articles sur notre site internet qui en parlent aussi, qui pourront bien résumer ça. Je vous laisserai les regarder pour ne pas y passer trop de temps. Je vais en venir à la conclusion en repartageant mon écran. Hop. Donc, comme on disait, il y a plusieurs aides en fait, qui existent, notamment le dispositif des aides à 1 euro qui est en fait lié au certificat d'économie d'énergie, qui est une aide au niveau national et qui peut se cumuler avec des aides au niveau local. Donc ça, je vous invite à reprendre contact avec nous pour voir ce à quoi vous êtes éligible.
Pour les certificats d'économie d'énergie, j'en profite pour vous dire qu'on a un simulateur avec des primes bonifiées sur notre site internet. Donc, c'est des primes en euros. C'est possible aussi de les avoir en bon d'achat en passant par d'autres simulateurs. Au niveau des professionnels, avant de conclure sur l'usage et les rendez-vous à l'espace Info Énergie, il faut bien passer par des artisans qui ont la certification RGE si vous voulez faire des travaux et bénéficier d'aides financières. Donc pour ça, il y a un site faire.fr sur lequel vous pouvez rentrer vos domaines de travaux et votre code postal pour trouver des artisans qui peuvent réaliser les travaux pour vous proches de chez vous. Ou une liste de professionnels qui peuvent faire de la maîtrise d'œuvre. Donc, ça regroupe des maîtres d'œuvre, des architectes ou des groupements d'entreprises pour des projets vraiment de rénovation très globale. Où nous trouver pour avoir toutes ces informations plus poussées sur vos projets personnalisés. Donc, en temps normal, on est basé à Lyon, à la gare des Brotteaux, où vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous ou par téléphone. Ensuite, vous pouvez toujours nous contacter donc par téléphone ou par mail. Et on fait des permanences délocalisées sur tout le territoire. Donc, c'est les villes que vous voyez en rose sur la diapo. On a aussi nos réseaux sociaux, Facebook et puis YouTube pour retrouver les vidéos. Et là, en cette période un peu particulière, on reste dans tous les cas disponible en télétravail. Donc, si vous appelez au standard, on reçoit le message vocal sur notre boîte mail et on peut vous rappeler. Et puis toujours par mail ou par formulaire de contact. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à nous contacter donc, si vous avez vraiment des questions un peu à titre particulier pour que l'on puisse étudier votre cas directement. Voilà. Si Thierry, tu as quelque chose à rajouter, tu peux le faire. Si il faut bien insister qu'aujourd'hui, les conseillers énergie sont disponibles par téléphone, qu'on ne prend pas les gens en direct. Et donc, il faut bien laisser son message, que nous rappelons systématiquement les personnes qui ont laissé un message et qu'il est possible aussi de poser des questions par courriel. À partir du moment où les questions sont bien précises, on y répond d'une façon détaillée avec la documentation. Oui, tout à fait. On reste disponible, on a du temps pour vous. Moi, ce que je peux ajouter, c'est le programme des prochaines éditions, puisque donc on va sanctuariser l'horaire du jeudi après-midi, 14h-15h. Donc notre idée, c'était de partir d'abord de l'enveloppe, ensuite de parler système, aborder un peu les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on fera un topo spécifique chauffage au bois, un topo sur le photovoltaïque, et on terminera par les éco-gestes. Voilà, à condition de reprendre dans un mois, sinon il y aura sans doute d'autres sujets qui verront le jour. Voilà, n'hésitez pas à nous faire votre retour si vous avez des envies particulières sur des sujets qu'on n'aurait pas évoqués dans tous ces webinaires-là. On reste à dispo pour travailler et vous conseiller au mieux. Merci à tous pour cette édition. On va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne... Les diapos seront disponibles aussi par la suite. Il y a beaucoup de questions là-dessus si on peut avoir accès aux documents que tu as présentés. Oui, tout à fait. Dès qu'on aura coupé l'enregistrement et fait un peu de montage, il sera rediffusé sur notre plateforme YouTube. On vous enverra de toute façon le lien à tous ceux qui étaient inscrits et vous pourrez le rediffuser autour de vous au besoin. Voilà, je l'ai envoyé plusieurs fois aujourd'hui, le lien. J'ai mis le lien de la dernière. Donc voilà, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube. Il y a en plus pas mal d'autres choses à voir. Et puis comme je l'ai dit par la messagerie, habituellement on fait beaucoup de visites de sites. Ça c'est très formateur. On fait visiter aussi bien de la maison individuelle rénovée que de la copropriété rénovée, que parfois des maisons passives en construction neuve. Et donc voilà, on est un petit peu bloqué en ce moment sur l'événementiel traditionnel. Que ce soit conférence, foire, salon, visite de site, mais dès qu'on va déconfiner, qu'on aura le droit de rassembler un peu d'humains dans un même endroit, on reprendra notre programmation de visite de site. Très bien, merci.